Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, les titres. Le CDS Rahama a soufflé sur ses 23 bougies ce 5 janvier 2013. Un anniversaire placé sous le thème l'affirmation. Le syndicat national des conducteurs de taxi observera une grève de 24 heures le 10 janvier 2013. Raison du débrayage exigé du gouvernement, la réduction des prix des hydrocarbures. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie commémorative ce matin à la place Toumo du 23e anniversaire de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. Un anniversaire placé sous le thème l'affirmation. C'était en présence donc des responsables de plusieurs partis membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, notamment ceux du MNSD Nassara et du Modène FA Lumana. Les temps forts de cette manifestation avec nos reporters Michel Légy et Ibrahim Abdou. 5 janvier 1991, 5 janvier 2014, cela fait exactement jour pour jour 23 ans que le CDS Rahama a vu le jour. Un parti qui, aussitôt après sa reconnaissance par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Tanja Mamadou, va fournir au peuple nigérien le premier président de la République démocratiquement élu après la conférence nationale souveraine en la personne de Mahamadou Ousmane, le choix qui rassure. Même après la chute de son régime, le CDS Rahama aura à s'imposer sur l'échiquier politique national, à saluer le porte-parole des leaders de l'opposition. Le CDS Rahama, parti de la dignité, de l'honneur, de la reconnaissance, du Amana, va soutenir au second tour des élections présidentielles de 1999 le candidat du MNSD Nassara, Tanja Mamadou, comme pour dire à Tanja, merci d'avoir reconnu notre parti en 1991. Vous avez montré durant votre mandat à la magistrature suprême, ainsi que pendant votre soutien au régime de Tanja, pendant 10 ans, que la gestion du pouvoir d'État suppose la clairvoyance, la responsabilité et l'honneur. Monsieur le Président du CDS Rahama, votre clairvoyance, votre patience sont connues de tout le peuple nigérien. C'est pourquoi la participation de votre parti à la gestion du régime de la 5e République, sous la conduite responsable du président Tanja Mamadou, a permis de stabiliser les institutions de la République pendant 10 ans. Aucune alliance politique au Niger n'a duré 10 ans. Le porte-parole de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR a par ailleurs condamné les récents propos tenus par le nouveau président élu du PNDS, Tareya Bazoum Mohamed. La situation socio-politique et économique du pays était également au rendez-vous. Depuis l'avènement accidentel du Gouri système aux commandes de notre État du Niger, nous assistons avec grand regret et amertume aux régressions quotidiennes et dangereuses de toutes les vertus démocratiques arrachées de haute lutte par l'ensemble du peuple nigérien depuis la conférence nationale souveraine. Tour à tour, les amis du parti ont eu à emboîter le pas pour dénoncer la gestion des autorités de la 7e République et souhaiter un bon anniversaire au CDS Rahama. Ça n'est suivi le moment tant attendu. L'allocution de ce 23e anniversaire prononcée par le président du bureau politique national de cette formation politique qui a de prime abord indiqué que le thème de l'affirmation du parti était au rendez-vous des grands événements du CDS Rahama depuis son 7e congrès tenu à Zander les 3 et 4 septembre 2011 dans un contexte où Mahamadou Ousmane se dit victime d'une œuvre de déstabilisation. Comment ne pas s'indigner du comportement d'un tel président de la République qui doit, au terme de son serment confessionnel, rassembler et unir les Nigériens. Un président qui doit apaiser les tensions entre les citoyens, comme il l'a promis, mais qui, bien au contraire, divise, crée les conflits et suscite la haine entre des frères
entre des camarades, entre des amis, rassemblés au sein d'institutions et d'organisations consacrées par la Constitution, tels que les partis politiques, les conseils municipaux ou régionaux, ainsi que notre Parlement national. Camarades, il est donc temps que certains de nos camarades abusés par le pouvoir prennent résolument conscience qu'ils se sont trompés de combat en déplaçant le débat interne du parti vers des tribunes inappropriées, donnant ainsi l'occasion aux forces politiques mal intentionnées, incarnées par le président Issou Mahamadou, de tenter de disloquer le parti, et cela en violation de la Constitution et des lois et règlements de la République. Au nom du bureau politique national du CDS Rahama, j'invite à nouveau ses camarades, tout comme je l'ai fait dans les mêmes circonstances en 2013, à regagner cet espace où le débat contradictoire n'est pas synonyme de division. La situation au Nigeria, au Mali, au Congo, en Libye, en Égypte et en République centrafricaine a également attiré l'attention du président du Parti Vert qui a enfin rendu un hommage mérité à Nelson Mandela, décédé en Afrique du Sud le 5 décembre dernier. À la une de l'actualité, le bras de fer qui oppose le Niger à Areva, le groupe nucléaire français a déjà mis en attente la production à la Cominac. À quel jeu joue Areva et l'État du Niger? C'est à cette question qu'a répondu donc l'acteur de la société civile Alaji Idi Abdou, que je propose de suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Ce n'est pas un problème entre Areva et le Niger. C'est un problème entre le Niger et la France. Areva, on peut même chasser Areva. Si vous vous souvenez, le 25 juillet 2007, le ministre de l'Intérieur de l'époque a pris un arrêté pour expulser le responsable d'Areva. Et après, il a expulsé le chargé de sécurité. Ce n'est pas un problème d'Areva, c'est un problème de la France. Il faut le poser comme ça. C'est le Niger et la France. La solution, c'est entre le Niger et la France. Et nous connaissons dans ce domaine-là. Vous savez, la France a toujours utilisé les Russes pour exploiter à sa guise les ressources minières des États qu'elle avait colonisés. C'est de bonne guerre. Son schéma classique est simple. Pression économique, pression militaire. C'est le même schéma que vous avez constaté. Sinon, le gouvernement de la République du Niger a même pris un décret pour, dit-on, combler un vide juridique que moi, je n'ai pas vu ce vide juridique. Et la récompense que l'État du Niger a eue, c'est ce qui s'est passé à Arlit. De façon sournoise, ils ont arrêté la production. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sortent l'arme de la pression économique. Parce que dans le budget du Niger, il y a une allocation relative à l'exploitation d'uranium. C'est que le Niger n'aura pas ça là. Et donc, il faut que le Niger panique. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien, partie magazine de ce journal. Le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme a un nouveau bureau présidé par Nassir Laoli. Il a été élu ce matin donc au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège de la dite structure. Abdoumouni passe donc le témoin à Nassir Laoli, désormais président du cadre. On l'écoute. Au cours de cette assemblée générale, il s'est agi fondamentalement pour les membres du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme de procéder à la restructuration de cette structure. Cette restructuration a été inspirée pour un double motif. D'abord, il s'agissait de répondre à un souci, celui de donner plus d'efficacité dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs que nous nous sommes fixés. Ensuite, au regard du contexte sociopolitique actuel, il était nécessaire pour le cadre
de renforcer et de redynamiser sa structure pour notamment assurer une bonne veille démocratique. L'Assemblée générale a d'autre part marqué toute sa préoccupation suite au dernier développement de la situation sociopolitique actuelle dans notre pays et appelle l'ensemble des acteurs politiques à plus de responsabilité dans la préservation, en tout cas, des acquis démocratiques que le peuple nigérien a arrachés de haute lutte. Enfin, dans les prochains jours, le nouveau bureau exécutif de la structure, le nouveau bureau exécutif national rendra public une déclaration au cours de laquelle il reviendra plus en détail sur la situation sociopolitique de notre pays. Bonne chance à la nouvelle équipe dirigeante du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme. Je l'annonçais dans les titres, le vendredi 10 janvier 2014, le syndicat national des conducteurs de taxi, Synco Taxi, menace d'observer une grève d'avertissement de 24 heures. Le Ben Synco Taxi l'a fait savoir cet après-midi dans une déclaration lue par Gamachi Mamadou, il est secrétaire général du Ben Synco Taxi. Pour calmer les esprits, comme à l'accoutumée, le gouvernement s'est engagé à faire des réductions progressives dont la première échéance était attendue le 31 décembre 2013 dernier à minuit. Aujourd'hui, force est de constater qu'aucune baisse du prix des hydrocarbures n'a été enregistrée malgré la promesse des dirigeants de la 7e République. Le gouvernement de la 7e République a fait montre une fois encore de plus de sa mauvaise foi en ce qui concerne les relations avec les secteurs sociaux. Il en est un secret pour personne que les princes qui nous dirigent ne pensent qu'à eux et à eux seuls. Le peuple n'a qu'à aller au diable. Sinon, comment comprendre qu'au moment où la vie des citoyens devient toujours plus chère, que de l'autre côté, le train de vie d'une infime minorité des Nigériens qui nous gouvernent deviennent subitement et obstantatoirement luxueux. Cela s'explique tout simplement. Cela explique tout simplement que l'équipe qui nous gouverne préfère mieux s'enrichir illicitement que de servir le peuple. Il est clair et limpide que le gouvernement de la 7e République fait acte de malgouvernance dans la gestion des ressources naturelles en particulier et en général de la chose publique. Ainsi, vu la constitution de la 7e République, considérant la baisse des prix des hydrocarbures, considérant que la baisse des prix des hydrocarbures est un facteur de développement économique et fera nécessairement chuter le coût de la vie, considérant le refus du gouvernement à respecter son engagement de réduire le prix des hydrocarbures à la fin de chaque année, considérant que le Synco Taxi fait de la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe une préoccupation, le syndicat national de conducteurs de taxi, Synco Taxi, décide d'observer une grève d'avertissement de 24 heures à compter du vendredi 10 janvier 2014. Ce faisant, le Ben Synco Taxi lance un appel à tous les syndicats du secteur de transport, à toutes les organisations de la société civile et à toute la population de se mobiliser comme un seul homme pour combattre la volonté du gouvernement à maintenir les prix des hydrocarbures au-dessus du pouvoir d'achat des Nigériens. Cérémonie de décoration de remise des cadeaux à la Confédération nigérienne du travail CNT. Une cérémonie riche présidée par le ministre du Travail et de l'Emploi. Le compte rendu avec notre reporter Hassan Salem Mustafa. À travers cette cérémonie, la Confédération nigérienne du travail CNT a bien voulu joindre l'utile à l'agréable. Remettre à César ce qui lui appartient, c'est ce que la CNT a fait en remettant des cadeaux à ses invités de marque et ses partenaires. Un geste pour dire à ce beau monde, merci pour le soutien. Depuis 2006, quand la CNT a signé ce partenariat avec ACB, ils n'ont fait qu'assister les populations nigériennes. En 2006, ils ont eu à donner des aides alimentaires aux populations cibles à une crise alimentaire.
L'année dernière, ils ont fait des distributions de vivres et aux populations sinistrées suite aux inondations. Ils ont eu à distribuer des vivres dans les régions de Tilaberi, Dosso, Ottawa et les Anglais. Ils ont eu à donner des équipements scolaires dans plusieurs établissements scolaires de notre pays. Cette semaine, lui et son équipe viennent de doter le centre de santé et de la reproduction d'un appareil d'échographie avec des blouses et des médicaments. Ils ont doté l'hôpital de Niamey de médicaments, distribué des savons et des vêtements aux femmes fistuleuses, à la pédiatrie. Ils ont financé l'électrification de l'école de Sougouré. En fait, la liste n'est pas exhaustive. Parce que ça fait des années qu'ils assistent les populations nigériennes en général et la CNT en particulier. Et c'est tous ces services rendus que le ministre, notre ministre du Travail, a bien voulu le distinguer. Monsieur le ministre, notre ami Pitt, aujourd'hui, vous rendez hommage à la CBCC. Il faut rappeler qu'au niveau de la Confédération syndicale internationale, la CSC est la plus forte organisation. Elle fait plus de cotisations que toutes les centrales européennes, américaines et asiatiques. Quant au secrétaire fédéral de AVC Belgique, il a été décoré par le ministre du Travail et de l'Emploi. Une façon aussi pour le ministre de saluer la marque d'estime et de considération de AVC Niger à travers la CNT qui vient de bénéficier d'un important appui de cette structure belge. La partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé à l'AJ Idiaoudou, acteur de la société civile. Au centre des échanges, la question de renégociation du contrat minier entre le Niger et le groupe nucléaire français Areva. Mesdames, Messieurs, bonne réception et bon début de semaine à tous. Ce n'est pas un problème entre Areva et le Niger. C'est un problème entre le Niger et la France. Areva, on peut même chasser Areva. Si vous vous souvenez, le 25 juillet 2007, le ministre de l'Intérieur de l'époque a pris un arrêté pour expulser le responsable d'Areva. Et après, il a expulsé le chargé de sécurité. Ce n'est pas un problème d'Areva, c'est un problème de la France. Il faut le poser comme ça. C'est le Niger et la France. La solution, c'est entre le Niger et la France. Et nous connaissons dans ce domaine-là. Vous savez, la France a toujours utilisé les Russes pour exploiter à sa guise les ressources minières des États qu'elle avait colonisés. C'est de bonne guerre. Son schéma classique est simple. Pression économique, pression militaire. C'est le même schéma que vous avez constaté. Sinon, le gouvernement de la République du Niger a même pris un décret pour, dit-on, combler un vide juridique que moi, je n'ai pas vu ce vide juridique. Et la récompense que l'État du Niger a eue, c'est ce qui s'est passé à Arlit. De façon sournoise, ils ont arrêté la production. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils sortent l'arme de la pression économique. Parce que dans le budget du Niger, il y a une allocation relative à l'exploitation d'uranium. C'est que le Niger n'aura pas ça là. Et donc, il faut que le Niger panique. Non, il n'y a pas à paniquer. La pression économique qu'elle veut exercer, en fait, ça ne doit pas nous affoler. C'est maximum 5-8%. Mais on n'en a pas besoin. Quand tu regardes même le taux d'exécution du budget national de toutes les années, c'est quoi? 5-8%, c'est quoi? Quand tu vois notre récurrent problème de consommation de crédits, donc il suffit tout simplement que nous nous disciplinons, que nous nous préparons pour cette bagarre, pour cette guerre contre la France, et nous pouvons avoir 2 fois ou 10 fois ce que l'uranium nous apportera dans d'autres combats contre l'impunité, contre le détournement, contre la corruption, contre le blanchiment d'argent. Donc, cette arme-là, Areva n'a pas réalisé qu'elle n'est plus efficace. La France n'a pas réalisé
que le Niger n'était plus celui-là de 1981 où certains d'entre eux se réjouissaient du fait que le président du Niger de l'époque ne comprenait même rien du marché, de ce qui se passe. Ce n'est pas ce Niger de 1968 où il y a eu une réunion 22-21 avril 1968 des partis producteurs d'uranium et la France a exclu le Niger et le Gabon pour se donner le porte-parole de ces deux pays. Ce n'est plus le temps où dans la production du Niger et du Gabon, c'est sous la France-Afrique. Non, le temps a changé. Il n'y a plus d'ignorance. Aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen nigérien de n'importe quoi du territoire nigérien qui n'a pas vu une victime de la radiation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu une victime, parce que tous les Nigériens se sont retrouvés là-bas à la recherche de l'emploi. Et après, quand vous êtes à un niveau, on vous renvoie, vous mourrez dans votre village. Il y avait un de nos compatriotes, un avocat, qui avait écrit une lettre ouverte à un membre du directoire d'Areva pour lui rappeler que le Niger a évolué. Ce n'est plus le Niger des années où ils pensent que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge. Il faut que toujours la France soit là pour être tutelle. Cette histoire-là est révolue à jamais. Et que maintenant la France doit comprendre. Ou ceux qui ne veulent pas, c'est cela qu'on va appliquer où ils s'en vont. Tout ce tralala, c'est quoi? C'est refuser de payer les taxes. La vendeuse du Copte qui est au bord du goudron, sous toutes les intempéries, chaque matin, il y a quelqu'un qui lui prend un ticket où elle doit payer 50 francs, 100 francs et elle est obligée de payer. Et elle, c'est sa survie comme ça. Voilà une multinationale qui, la France n'est que 19e en termes de production. De par l'uranium du Niger, elle est devenue le premier nucléaire et le Niger est dernier en termes d'indice de développement. Et nous, comme ils estiment que nous sommes toujours satellites à eux, nous allons toujours continuer à commander que d'utiliser nos propres ressources pour nous développer. C'est ce que la France n'a pas compris et c'est ce qui va se passer. Parce que maintenant, il n'y a plus... Mais regardez entre nous cette aberration-là. Mais avant le Niger, en 68, le Niger n'a pas de pétrole. Maintenant, le Niger a du pétrole. Tu ne peux pas importer, on ne peut pas t'exonérer d'une taxe sur le carburant. Nous sommes producteurs de pétrole. C'est une aberration, c'est une insulte. Deuxièmement, la douane, les droits de douane. Le citoyen qui achète son véhicule à 2 millions, il va le dédouaner. On ne va pas continuer à les voir venir des agents et sans dédouanement. Ce n'est pas possible. La TVA, ils vont payer. Tout le problème, c'est cela. Et ça, là, nous sommes debout. Si ils se souvenaient, la société civile avait renforcé la position du président Tanja. Et vous avez vu, pour vous dire qu'on n'a pas affaire à Areva, on a affaire à France. Quand ils étaient coincés, c'était Sarkozy qui était venu en 2009. Évidemment, c'est une affaire d'État à État. Et que nous, Rotap, avait évidemment donné le coup d'envoi, et c'est le début de la lutte le 21 décembre. Pour sensibiliser les citoyens. Il y avait un rapport de Greenpeace. Notre collègue avocat nigérien qui est en France, il avait révélé les rapports. Ils ont prélevé de l'eau à Arlit et le sous-sol. Et après analyse, on a vu le taux de radiation est largement supérieur à la normale. Tout ça là, les gens le savent. Je pense qu'ils ont même alerté, Greenpeace a même alerté l'OMS pour lui dire voilà les risques auxquels la population d'Arlit est exposée. Et nous allons continuer à nous exposer à la mort en direct. Et eux, c'est eux qui ont les profits. Non, ce temps-là, c'est fini.
Il faut que la France comprenne. Le Niger n'est plus dans l'ignorance. Les citoyens ne sont plus ignorants, ils savent les dégâts maintenant qu'il y a là-bas. Parce qu'il n'y a pas un coin du Niger où quelqu'un n'est pas parti à aller travailler et il est revenu mourir ou souffrir de maladies respiratoires. Il n'y en a pas. Ça donc, c'est un fait, c'est un constat. Tous les Nigériens ont constaté cela. Deuxièmement, maintenant, mais regardez, les gens victimes de la radiation, il y a un hôpital CHU, l'hôtel Dieu de Nantes. C'est l'hôpital là-bas qui traite les gens contaminés par la radiation. Mais regardez ce pays. Nous, chez nous, là, ils ne peuvent pas faire l'hôpital ici. S'ils ne font pas ça à Arlit, ils font ça à Agadez. S'ils ne font pas ça à Agadez, ils font ça à Niamey. Non, non, il n'y a rien de tout ça. C'est là-bas où on traite ceux qui sont victimes de la radiation. C'est en France on les amène. Et c'est la dépouille qui revient. Mais entre nous, vous croyez que nous, on va rester comme ça? Tiamandé, on a des problèmes pour aller à l'école. On a des problèmes pour se soigner. On a des problèmes pour avoir de l'eau potable. Alors que Dieu nous a donné des richesses. L'exonération seule, c'est des centaines de milliards. Si nous arrêtons l'exonération, et d'ailleurs, les économistes, on exonère ce qui est rare. On connaît qui a l'uranium, c'est combien de pays qui l'ont. Sans compter les dégâts qui vont avec son exploitation. Donc, si la France, ils sont partis à un moment où ils ont signé en 2009, comme ils savaient qu'ils vont faire du dilatoire, ils sont partis signer un avenant au Kazakhstan. Actuellement, le Kazakhstan, c'est le premier pays producteur d'uranium. C'est le gouvernement qui était sorti le premier à dire qu'il y a un déséquilibre dans le partenariat. Donc pour nous, on estime que le gouvernement a prévu, parce qu'ils savent que l'arrivée, elle conteste le code minier. Et le peuple est debout. Le peuple n'acceptera pas n'importe quoi dans ce domaine. Maintenant, au gouvernement. Parce que nous, nos mouvements, c'est aussi à l'intention surtout de nos gouvernants, pour qu'ils sachent qu'on a changé, qu'on n'accepte pas n'importe quoi. Et surtout, quand ce milieu-là, c'est la mort qu'on vit en direct, on ne peut pas exposer nos citoyens à vil prix. Non, ce n'est plus possible. Donc le gouvernement a intérêt, au nom de l'intérêt de la nation, de communiquer et de nous dire quelle direction il veut aller. Nous, dans tous les cas, on se mobilise, on est dans la rue. On va rester dans la rue. Et on attend. La marche là, c'est fini. Le 21 mars, c'est le début. On a enclenché la marche et on assume les mouvements. Parce que sur ça, là, on ne peut pas lésiner sur les moyens. Et le gouvernement, qui est le premier à dire que c'est déséquilibré, il doit donner du temps. Il doit dire clairement aux citoyens, voilà là où on veut aller. Il faut qu'il aide les citoyens à avoir les moyens de comprendre ce qu'on décide. Alors non. Ça, il est grand temps. Et le gouvernement a intérêt à le faire. Sinon, c'est-à-dire, il donne raison à ceux qui disent que si le gouvernement observe ce mutisme-là, c'est qu'il a un agenda caché. Et il n'a pas intérêt. C'est le gouvernement du peuple. Il doit aller là où le peuple veut aller. Et il doit donner, il doit être transparent. La transparence dans ce domaine a été exigée par notre constitution. Il suffit juste que le gouvernement soit transparent. Le reste, ce n'est même pas la lutte du gouvernement, c'est la lutte des citoyens. C'est le peuple qui en a assez et qui a décidé aujourd'hui de se donner le moyen de son développement. Où Areva respecte les règles de la République du Niger et l'État du Niger met sur la table des clauses qui nous permettront d'engranger des ressources à la taille des risques que nous courons pour nous éduquer,
pour nous soigner, pour avoir de l'eau potable, pour ne plus être le dernier en termes d'indice de développement. Parce qu'il n'y a pas pire aberration que de produire de l'uranium, du pétrole, de l'or et être le dernier. Mais ça n'a aucun sens. Alors que Dieu nous a tout donné, le problème c'est nous-mêmes. Donc il est temps que le gouvernement soit transparent dans ce qu'il fait. Dans tous les cas, le gouvernement est rassuré que les citoyens sont déterminés à faire en sorte que l'uranium soit utile. Que l'uranium ne soit pas juste une source de mort. Que l'uranium soit une source de développement. Ça, je pense que le gouvernement a compris et nous espérons que ce moment précis, Dieu encore, parce qu'il aime ce pays, il a fait, à ce moment précis, le président de la République qu'on a, il sait ce qui se passe dans ce secteur-là. Donc on n'est plus ignorant. Ça veut dire, si on n'a pas eu ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas l'avoir. Parce que Dieu nous a donné tous les éléments objectifs pour nous défendre. D'abord, les citoyens ne sont plus ignorants, ils sont sortis de la rue et ils sortiront de la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Quitte au gouvernement qui est là au nom du peuple, d'aller dans le sens du peuple. C'est l'esprit, il ne faut pas dénaturer l'esprit général de la nation. Et l'esprit général de la nation dans ce domaine est clair. Au gouvernement d'être transparent et de faire en sorte que les intérêts du Niger priment sur tous les intérêts, tous les autres intérêts. Nous sommes en face d'un pays où un de ses présidents avait dit les États n'ont pas d'intérêt, d'amis. C'est des intérêts. Mais pourquoi nous ne pouvons pas défendre nos intérêts? Nous-mêmes, nous n'avons pas d'amis. La France reste, on exploite ensemble, c'est un partenariat gagnant-gagnant vrai. Pas celui-là, gagnant-perdant. Celui-là, c'est le vrai gagnant-gagnant on veut. C'est nos intérêts, c'est nous qui récoltons les mots. Et s'il n'y a pas gagnant-gagnant là, on observe un moratoire et on va réfléchir. En fait, il n'y a aucun juge, même le vide, il n'y a pas. Même le vide juridique, il n'y a pas parce que le gouvernement avait pris un décret pour combler le vide. Donc, il n'y a aucune raison. Ça relève de la stratégie. Ce qui s'est passé à la Cominac, évidemment, c'est deux pressions que la France veut mettre sur le dos du Niger. L'économique. Il estime que quand il n'y a pas de production, on n'aura pas ce qu'on a prévu dans le budget. La pression sociale pour dresser les syndicats du secteur contre l'État du Niger. Voilà les deux stratégies. C'est tout, c'est comme ça. Et ça, c'est le schéma classique de la France. Mais ils sont mal réveillés, ils sont trompés d'époque. Ça ne marche plus maintenant. Parce que nous avons nos yeux ouverts. Maintenant, nous savons là où nous voulons aller. C'est ça la pression. C'est ça que nous faisons dans la rue pour mettre la pression au gouvernant pour qu'il sache, voilà la direction tracée par le peuple. Il doit aller dans ce sens.